l'atelier s'intitule Aménagement des espaces publics et on va essayer d'aborder cette thématique sous deux angles, sous l'angle des lieux dédiés et sous l'angle des espaces publics, tout simplement. Avant de présenter les intervenants, un petit micro-animation. Donc voilà, on va travailler sur trois sphères en fait. Les lieux dédiés, un exemple d'intervention sur un lieu dédié, un écoquartier et une agglomération. Alors pourquoi ces trois-là? On va voir qu'il y a d'abord une dominante, c'est qu'on raisonne en confort pour les lieux dédiés et on raisonne plutôt en règle d'accès sur les lieux publics. Par contre, l'ensemble de ces secteurs d'intervention ont deux caractéristiques communes, l'articulation spatiale et l'importance de leur programmation. Alors ça paraît un petit peu nébuleux, mais je compte sur mes deux intervenants pour expliquer ce que c'est que l'articulation spatiale et l'importance de leur programmation. Alors justement, mes intervenants, quels sont-ils? D'abord, une paysagiste qui s'appelle Marina Tonon, et qui va, son action principale, c'est le vivant, le travail sur le vivant. Pas seulement, mais une des actions principales, et sur l'articulation spatiale. Ça va mieux comme ça. Hein. Et puis Michel Berthomieux, qui vient de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est responsable du service accessibilité voirie. Un de vos collègues est intervenu ce matin et a posé en fait très bien les bases de l'approche accessibilité voirie à la Cube. Et on va voir qu'il y a quelques expériences intéressantes qui méritaient l'échange aujourd'hui au niveau de l'atelier. Donc on va passer directement au premier exemple avec Marina Tonon. La problématique, c'est comment intégrer la dimension senior dans l'aménagement des espaces paysagers. Plutôt que d'avoir une réflexion à l'emporte-pièce de manière générale, on va traiter un exemple, tout simplement, d'une prestation que vous avez réalisée et qui était un petit peu originale dans sa démarche. Elle a été menée avec différents intervenants et je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu cette opération-là. Ok, bonjour. Donc Marina Ton, je suis paysagiste. Je représente aujourd'hui la Fédération française du paysage et le Centre de formation des architectes et du cadre de vie. Et donc je me suis posé la question sur le thème de l'atelier qui était lancé, atelier de réflexion des espaces publics. Donc déjà, s'agit-il uniquement des espaces publics? Est-ce le bon terme? Donc personnellement, j'ai changé l'intitulé et donc je l'ai appelé intégrer la dimension senior dans l'aménagement des espaces paysagers. Paysagers parce que d'une part, tous les espaces ne sont pas publics, hein, et il y a toute une partie des espaces pratiqués par les seniors qui peuvent être privés. Et j'ai utilisé le terme de paysager pour donc dépasser cette notion d'espace public, ne pas utiliser non plus le terme espace extérieur qui se définit un petit peu comme un négatif par rapport au bâtiment, comme un délaissé. Et j'ai voulu employer le mot paysager justement pour donner de la consistance à ces espaces, leurs propres apports. Voilà. Et ensuite, j'ai fonctionné sous forme de questions, conditions, spécificités, que j'aborderai à travers deux exemples. Donc un premier qui pose la question de la programmation et un second exemple plus opérationnel pour voir s'il y a des spécificités ou pas dans notre intervention par rapport à la question des seniors. Voilà. Alors, pour la programmation. Pour la programmation, donc, nous venons de participer à un appel à idées pour un écoquartier. Donc un écoquartier, c'est une commande pour une commune, une petite commune de Dordogne. Justement, ce matin, on parlait des communes de moins ou presque 1000 habitants. Là, c'est une commune de 1200 habitants qui a eu l'ambition de justement pouvoir garantir un parcours résidentiel sur sa commune
à la fois pour les jeunes ménages, pour les primo-accédants, mais également pour les personnes âgées qui souhaitent rester sur la commune. Et donc, ils ont eu une réflexion de longue haleine. On pourra regarder la diapositive. Sur qu'est-ce qu'ils pourraient leur proposer. Donc, ayant réalisé plusieurs lotissements depuis une vingtaine d'années, ils se sont aperçus que finalement, la production n'était pas satisfaisante en termes de vivre ensemble, que ce n'était pas adapté aux personnes âgées. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc là, il y a eu un partenariat très intéressant qui s'est mis en place avec Maison Paysanne de France. Et ils ont réfléchi ensemble et Maison Paysanne de France les a appuyés, les a épaulés pour lancer un appel à idées de création d'un écoquartier et pour monter le programme de cet appel à idées. Donc on est sur un bourg pour lequel on a un projet de création d'un quartier, écoquartier. Et les attendus, c'est relier au mieux l'écoquartier et le bourg en favorisant mixité et intergénérationnel. Voilà, alors il y avait trois axes, trois objectifs et attendus. Donc à la fois des cibles classiques, je dirais, de l'écoquartier. Donc le fonctionnement du quartier, la relation au bourg. Les possibles sociaux et environnementaux. Et c'est là que on a eu une demande très précise dans le programme concernant l'intergénérationnel, la mixité. Et enfin, s'agissant de Maison Paysanne de France, ils avaient un attendu par rapport à des innovations architecturales. Voilà. Donc, un premier point à remarquer, c'est qu'il y a déjà au départ, à l'origine du projet, une bonne collaboration entre la commune et Maison Paysanne de France. Voilà, tout à fait, c'est une collaboration depuis plusieurs années. Le projet a mis de nombreuses années également à émerger, puisqu'ils ont commencé l'achat de terrain il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils ont une surface de 4 hectares et ils ont une demande qui est mûre, je dirais, qui est mûre et précise. Et donc, avec un programme relativement détaillé qui nous a permis de plancher en conditions réelles. Alors, une des autres originalités, c'est que en fait, il venait déjà donc, par l'approche avec Maison Paysanne de France, avec une notion de service à apporter, dans un premier point, mais aussi je crois que c'est eux qui ont proposé cette notion d'appel à idées pour avoir une collecte et une discussion amont sur les possibilités d'aménagement ou de création de cet écoquartier. Et avec une vision à long terme, d'essayer de récupérer ensuite ces idées pour les intégrer dans leur programmation, justement. Tout à fait. Alors, donc effectivement, Maison Paysanne de France a permis qu'il y ait cet exercice de l'appel à idées, de le financer, puisque ça a un coût. Et la commune, elle, envisage, et d'ailleurs a déjà communiqué dessus, d'avoir tout un processus de concertation et de participation sur la base du matériel, de ce que les équipes auront rendu, pour permettre de faire encore mûrir le projet avant de se lancer dans la maîtrise d'œuvre. Oui, ça allait jusqu'à dire on collecte les idées de l'ensemble des gens qui participent. Et éventuellement, les bonnes idées, on les retiendra pour notre PLU, par exemple ? Alors ça, c'est encore effectivement une autre déclinaison et utilité de l'appel à idées, c'est qu'effectivement, ils ont déjà un PLU, ils sont en train de s'engager dans un PLU intercommunal, et donc l'objectif était d'avoir des propositions qui puissent être effectivement éventuellement intégrées au PLU intercommunal. Alors, autre point remarquable, je ne sais pas si c'est un point rare, mais en tout cas celui-ci a fonctionné dans le projet, c'est qu'il y a eu concertation tout au long du projet avec les habitants. Alors, il y en a eu une en amont et il y en aura une en aval après l'exercice de l'appel à idées, qui est un temps court et concentré, où là, effectivement, la concertation viendra après. Par contre, certainement que dans le programme, dans le contenu du programme, est issu de la concertation avec les habitants. Donc, je peux peut-être dire un mot du programme, du contenu du programme. Donc sur 4 hectares, l'ambition était d'avoir à la fois de l'accession à la propriété,
d'avoir effectivement des logements locatifs de différentes surfaces, du T1 au T5, pour pouvoir justement accueillir tout type de résidents. D'avoir des logements accessibles en rez-de-chaussée justement pour les seniors et des espaces publics qui soient conçus justement à cette destination. Il y avait également donc la création d'un cabinet médical, service à la personne et également une mini-crèche. Donc vous voyez, on allait d'un bout à l'autre de la chaîne de la vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut le situer dans le temps? Alors, oui, c'est tout juste rendu. Les résultats vont bientôt arriver. Et donc, la mairie va engager le processus de concertation à l'issue des rendus. Voilà. Alors, la question, c'est comment ça se passe pour vous, paysagistes, maintenant? Oui. Alors oui, ce qui était annoncé dès le départ, effectivement, c'est que étant un appel à idées, nous étions prévenus qu'il n'y aurait pas de maîtrise d'œuvre derrière, enfin du moins directement. Après, on verra, suivant le processus, comment ça se déroule avec la mairie, leurs besoins, s'ils relancent des appels d'offres. Enfin, après, on verra. Voilà. Donc c'est en construction, c'est pas encore établi. Complètement, on est au milieu du processus. Bon, et alors, vu de votre angle de paysagiste par rapport à cette démarche-là, quels ont été les points intéressants, les points forts, et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer sur cette démarche? Alors, mais on a apprécié d'avoir un programme vraiment complet, précis. Être prévu dans le projet? Voilà, pas forcément. La composition des équipes était totalement libre. Certains sont avec un paysagiste, d'autres pas. Ils ont choisi des équipes très différentes. Donc la qualité du programme et aussi, je dirais, l'esprit dans lequel était porté le projet. L'ambition de vie citoyenne et de vivre ensemble, qui était vraiment exprimée très clairement. Et autre chose, ils s'inscrivent aussi tout de même dans un processus de labellisation d'écoquartiers par rapport à l'appel à projet aquitain et national. Donc voilà, ils ont l'ambition d'être exemplaires. Alors, vous-même, vous avez répondu à cet appel à idées, sachant qu'on est sur un écoquartier. Il y a bien sûr l'axe paysager, mais pas que. Donc comment vous avez fonctionné pour pouvoir répondre sur l'ensemble? Donc, je suis en association avec une architecte, Anaïs Greter, qui est une jeune architecte installée à Libourne. Et donc ainsi, on avait un champ de compétences suffisamment large pour répondre au programme. L'association avec l'architecte était ponctuelle sur ce projet? Voilà, elle est ponctuelle sur ce projet, sur d'autres projets par ailleurs. D'accord, voilà. D'accord. Vous n'êtes pas associé de fait dans une structure particulière. Non, voilà. Et quelques points durs ou quelques freins qui font que vous auriez aimé que ça puisse se passer mieux, ou si ce n'est pas sur ce projet-là, est-ce que pour l'ensemble des autres projets que vous voyez, il y a des points qui seraient à mettre en avant? Ça, je pense qu'on pourrait l'aborder avec le deuxième exemple, qui sera peut-être plus parlant. Bon. Si tu me permettre de bouter en touche. Bon, on va passer à la sphère un petit peu plus élargie, qui est la communauté d'agglomération. Et on va passer la parole à Michel Berthaumieux. Oui, bonsoir. Et on va parler d'accessibilité, là. Hein. Oui. Sachant qu'il y a un lien entre le bâtiment, l'espace, le paysage et effectivement l'endroit où on se déplace autour. Ouais, dans un premier temps, donc, je vais vous parler, en effet, si vous voulez bien, de la chaîne de déplacement. Oui. C'est bien ce qui relie le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics et les systèmes de transport collectif et leur intermodalité. Donc, cette chaîne de déplacement me permet de vous dire que la semaine dernière, j'ai participé aux journées du réseau national de l'accessibilité. Était présente à cette occasion Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle, qui a bien rappelé l'importance de la continuité
de la chaîne de déplacement, mais pas que. Elle a bien insisté également sur l'importance de fédérer tous les acteurs autour de cette chaîne de déplacement, de manière à ce que nous puissions avoir un regard transversal entre le cadre bâti et la voirie, en fait, qui assure le lien entre la voirie et les transports publics. On a besoin de la chaussée, et l'idée, c'est qu'une personne qui quitte son logement puisse accéder à un lieu de travail, par exemple, en empruntant soit le réseau de transport collectif, soit éventuellement sa voiture, pour ensuite trouver un emplacement réservé pour garer sa voiture ou descendre sur l'espace public et regagner son lieu de travail. Voilà. En clair, c'est ça la chaîne de déplacement. Et c'est pas, si vous voulez, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je suis là pour vous parler de la voirie. Je représente on va dire, un des maillons, mais ça ne m'empêche pas de travailler en collaboration avec le représentant des transports qui, lui, s'occupe notamment des diagnostics des arrêts de bus, et également, ça ne m'empêche pas d'avoir un regard sur ce que fait la direction qui s'occupe des ERP. Voilà. Alors fédérer, vous l'avez dit, c'est un mot important. Au niveau de la Cube, il y a un processus, je crois, qui fédère et qui organise un petit peu le travail qui se trame autour de la chaîne du déplacement. Alors, d'une part, je vous rappellerai que l'ordonnance du 27 septembre 2014, celle qui concerne les ADAP, a ajouté, enfin, dans son article 11 du chapitre 3, pour vous dire que les commissions communales et intercommunales doivent être ouvertes aux représentants des personnes âgées et des acteurs économiques. Ça, c'est pas rien. Parce que, en effet, moi, en ce qui concerne la réalisation des PAV, des plans de mise en accessibilité de la voirie, aujourd'hui, nous travaillons en concertation étroite avec, bien sûr, les services techniques des communes, les services techniques de la communauté urbaine de Bordeaux, mais également, nous sommes bien en concertation avec les représentants des associations de personnes handicapées. Et parfois, il manque ces représentants des personnes âgées, il manque ces représentants de l'action économique pour nous faire part de des problématiques rencontrées. Alors, dans ce cadre-là des PAV, justement, la communauté a un plan général. Exact. Et vous le redescendez ou vous le redéclinez au niveau des communes. Tout à fait, c'est ça. Et donc, un PAV, c'est un PAV par commune. Voilà. Un plan d'action voirie par commune. Par rapport à cette programmation-là, elle est sur quelle durée déjà ? J'imagine qu'elle est variable en fonction des communes, mais il y en a 3 qui sont aujourd'hui en cours. Ils ont quelle durée ? Voilà, donc, peut-être juste rappeler rapidement que le processus de la mise en accessibilité de la voirie au sein de la communauté urbaine de Bordeaux, bien sûr, s'est mis en place à partir de la loi de 2005. Et dès lors que cette loi est apparue, nous avons créé une commission intercommunale en 2007, accessibilité bien sûr. Et puis en 2008, nous avons élaboré le schéma directeur d'accessibilité du service de transport. Ça, c'est indispensable aussi. Et puis, il fallait faire un troisième on va dire, diagnostic pour prendre en compte dans sa globalité l'accessibilité, à savoir donc, le regard sur l'accessibilité des ERP, de la voirie et des transports collectifs. Donc ce regard-là nous a permis de déboucher sur une réflexion parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Maintenant, on parle d'accompagnement, c'est très bien. Pour réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie, il faut quand même dire que nous n'avions pas d'exemple et il a fallu se lancer. Donc la première idée, ça a été de dire on va se lancer sur 3 niveaux d'implication. On va regarder un plan communautaire avec, dans un premier temps, une étude de sécurité. Dans un deuxième temps, une enquête auprès des représentants des associations pour connaître leurs besoins, pour connaître leurs difficultés. Et dans un troisième temps, on s'est dit qu'il fallait faire un diagnostic de terrain, ce qui a été fait sur un échantillon de 100 km de voirie répartis en 17 secteurs.
ce qui nous montre sur je dirais un aperçu des différents tissus urbains qui composent le territoire de la Cube, avec bien sûr des différences. Selon qu'on se trouve dans le cœur de ville, on n'aura pas les mêmes problématiques que l'on pourrait rencontrer en périurbain. Voilà. Alors, à l'issue du diagnostic de ces voies prioritaires, finalement, vous fonctionnez comment pour essayer de mettre en place les solutions qui ne sont pas toujours d'ailleurs que des solutions techniques? Alors, pour terminer, la réalisation de ce plan communautaire, en effet, est déclinée au niveau local. Donc là, on se rapproche bien de chaque commune qui ont fait la démarche d'une demande d'étude pour ce plan de mise en accessibilité. Et en fait, la réalisation de ces PAV va prendre en compte les grosses difficultés que l'on rencontre en termes d'accessibilité. Bien sûr, ça commence par faire un diagnostic. Un diagnostic, c'est quoi? Un diagnostic, c'est relever tous les défauts d'accessibilité que l'on rencontre, qui ont été d'ailleurs, qui sont issus de l'arrêté de 2007, qui fixe bien le cadre réglementaire de l'accessibilité. Donc on retrouve à peu près une centaine de défauts. On les relève. On a adopté aussi le principe de notification de ces défauts, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins importants, avec l'idée d'élaborer un indice de niveau d'accessibilité. Ça se traduit par des couleurs. Les voiries qui apparaîtront en noir seront considérées comme étant inaccessibles. Et puis, on va dire de rouge, orange à vert, le vert, on va dire que c'est plutôt accessible. Vous voyez, donc ça donne un aperçu, je dirais, de la qualité des voies sur le plan de l'accessibilité. C'est un excellent outil d'aide à la décision pour un élu. Ça lui permettra de hiérarchiser après ses travaux. J'ai pas terminé, donc pour dire simplement qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, on passe à la phase des solutions techniques. Il faut trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité, et l'idée c'est qu'on doit en priorité au moins assurer la continuité. On reste bien sur cette continuité de la chaîne de déplacement, donc éviter toute rupture. Forcément, j'ai envie de vous dire que on serait tenté de faire les diagnostics de toutes les voiries, sauf que à travers le plan communautaire, le travail sur l'échantillonnage de 100 km nous a permis d'évaluer les coûts de travaux. Et en fait, pour faire 100 km de voirie, on arrive entre 72 à 82 millions d'euros pour faire 100 km de voirie. Donc si on multiplie par les 2600 km, 2700 km maintenant de voirie que composent les 28 communes de la Cube, on arriverait donc à environ 2 milliards d'euros pour faire de la mise en accessibilité. Autrement dit, on est forcément dans la situation un peu complexe de hiérarchiser, de prioriser et donc de sélectionner un périmètre pour chaque commune. Et on ne prendra pas toutes les voiries, mais on fera quand même ce travail très important qui consiste à regarder ce qui se passe autour des réseaux de transport public, et également de rattacher les quartiers les plus importants. Voilà un peu le principe qui se met en place. Oui, donc effectivement, accessibilité à 100%, ça sera trop cher. On parlait ce matin des budgets des communes, et effectivement, ils ne sont pas extensibles. Et une des adaptations, c'est de faire une programmation en fait, dans le temps progressive, pas à pas. On ne peut pas tout traiter directement. Alors, par contre, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'au niveau de la Cube, par rapport à ce vécu et cette activité, vous avez rencontré pas mal de cas, et il émerge une envie chez vous qui est de dire on envisage au niveau de la Cube de former le personnel, nos personnels et ceux des communes concernées à cette accessibilité, parce qu'il y a des règles, il y a des solutions, et on a notre expérience pourrait faciliter leur mise en place. Oui, en effet, on est ce qui revient très souvent, en fait, c'est qu'il faut innover. Il faut
projeter un petit peu sur de nouvelles stratégies de réalisation des espaces publics et on recherche justement des solutions et avec peut-être, pourquoi pas envisager aujourd'hui, quand on parle de refaire une voirie, on se cale toujours sur les largeurs de chaussée. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce qui passe sur cette voirie. En priorité, on pense aux véhicules motorisés. Donc forcément, on part d'une largeur d'emprise qui est importante. Après, on pense au stationnement. Et en dernier, on pense au piéton. En fait, le piéton, on lui laisse ce qui reste. Et ça, je trouve que l'idée qui pourrait nous permettre on va dire de mieux penser nos aménagements, c'est d'inverser la réflexion et de se dire pourquoi pas commencer par regarder les besoins en faveur des piétons. À partir du piéton. Voilà, puisqu'après tout, c'est le mode de déplacement qui est mis en avant aujourd'hui. On est bien, comment dire, censé savoir que bien la marche, c'est on va dire une démarche qui permet d'améliorer la qualité de la santé. On est sur donc une politique qui doit permettre de favoriser la marche et en fait on oublie qu'il faut des trottoirs. Et vous voyez, bon, je prends un exemple là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez de cette salle pour aller dans la salle en face? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, peut-être qu'on vous a déjà posé la question, mais vous voyez, voilà, on saute ce muret. Et pour moi, il y a un défaut de conception. Vous voyez, on a vite fait de se tromper dans les aménagements. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un regard particulier sur ces trottoirs. Et il faut avoir ce regard. En plus, j'ai la chance de travailler sur pour les déplacements doux. Autrement dit, je regarde également bien les conditions de circulation des cyclistes. Et le fait de m'occuper à la fois des cyclistes et des piétons, ça me permet de retrouver et de réajuster le juste équilibre, parce que je trouve parfois qu'on a des aménagements cyclables qui sont beaucoup trop importants et presque j'ai l'impression d'une violation du domaine du piéton. Hein. Il se retrouve sur un tout petit espace. En fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le piéton, il marchera sur les aménagements cyclables, et puis le cycliste, lui, va venir gêner le piéton. Donc, personne n'est satisfait au final. Vous voyez, donc là aussi, c'est à mon avis, bien, il faut rééquilibrer, redonner l'espace au piéton en priorité. C'est le plus faible, et parmi le plus faible, c'est la personne handicapée, il faut le reconnaître. Donc, je me place en défenseur de ces personnes. Ouais. Bon, voilà une approche intéressante et originale. Est-ce que vous la développez dans le cadre des clubs que la Cube gère et dont on parlait ce matin? Alors, j'étais pas là ce matin. Mais vous connaissez cette existence de club? Les clubs techniques, bien, en fait, bon, l'idée c'est qu'il faut communiquer et faire de la formation. On en parlait tout à l'heure, donc essayer de sensibiliser les personnes. Je peux vous dire, je ne connaissais pas, là, la semaine dernière à Nantes, il existe ce qu'on appelle la combinaison de vieillissement. Je ne sais pas si ça vous dit. Il y en a une ici? Ah d'accord. Bon, c'est l'occasion, en effet, de mettre les techniciens en situation et de leur dire mettez cette combinaison et vous comprendrez mieux pourquoi il est important de regarder ce que représente un trottoir, une marche de 16 cm et un ressaut de 2 cm. Vous comprendrez pourquoi il est important de respecter les normes réglementaires. Et ça, c'est une première approche. Personnellement, mon idée, c'est qu'on doit associer les représentants des personnes handicapées dans les réflexions sur les aménagements de voirie, les associer sur une démarche pédagogique. Moi, je reprends l'expression chantier pédagogique. On les invite à se retrouver autour d'un aménagement récemment réalisé qui avec les différents acteurs, donc les techniciens qui ont participé à l'étude, les techniciens qui ont participé à la maîtrise d'œuvre réalisation. Et là, on se retrouve tous autour de cet aménagement de voirie et on est là pour discuter, pas pour critiquer. C'est simplement le fait de dire, ben voyez, ici vous avez fait un trottoir avec des vagues, on aurait très bien pu rester à 2 cm tout le long et on aurait évité ces vagues qui sont, on peut dire, très, très contraignantes, il faut le dire.
avec des pentes parfois limite réglementaire. Donc, il est normal que, à l'occasion de ce club technique, chacun puisse s'exprimer. Et le technicien va peut-être dire qu'en effet, qu'il a aussi des contraintes particulières, parce que souvent, on oublie qu'en superficie, on voit ce qui se passe, mais on ne regarde pas ce qui se passe dessous aussi, la voirie. Et ça, c'est là aussi. Mais voilà, ils sont là aussi pour rappeler leurs problématiques aussi. Mais les personnes handicapées sont là aussi pour rappeler ce qu'elles souhaitent en aménagement. Et ça, c'est très porteur, à mon avis, même si on a fait l'erreur sur un projet, sur un aménagement, eh bien on évitera de le renouveler la prochaine fois sur d'autres aménagements. Ça veut dire que sur des zones traitées, aujourd'hui, vous retournez pour échanger avec les gens, les usagers de cette zone traitée, pour d'une part les informer, parce que l'échange permet de justifier, d'expliquer pourquoi les solutions. Oui. Et est-ce que c'est une habitude ou est-ce que c'est quelque chose qui démarre juste au niveau de la cube ? C'est une démarche qui est toute nouvelle. Hein. J'essaye de la mettre en place au fil du temps. Et je trouve que tout le monde en sort satisfait, vous voyez, parce qu'on n'est pas là pour, en effet, critiquer, mais là, au contraire, on est dans une démarche pour évoluer, pour améliorer. Et voilà. Donc ça s'appelle de la sensibilisation. On peut la retrouver aussi à travers d'autres propositions, hein, mais notamment la formation sur tout le cadre réglementaire qui est énorme hein, pour l'accessibilité. Il y a une chose, par exemple, que je défends ardemment et que je rappelle, pour la voirie, on dit bien que la largeur d'un cheminement piéton, c'est 1,40 m libre de tout obstacle. C'est pas compliqué. Et il y a une autre possibilité, c'est 1,20 m, hein, mais à condition de ne pas avoir d'obstacle, ni à droite ni à gauche. Voilà. Mais on fait parfois des amalgames avec la réglementation des ERP, des IOP, qui eux, parfois, admettent que s'il y a un obstacle, on peut réduire à 1,20 m. Et pour la voirie, ça n'existe pas, ça. Et souvent, l'amalgame est fait. Voyez. Donc là, il y a un travail de formation auprès des techniciens. Il faut sans cesse, je crois, rappeler cette réglementation et ça ne passe que par de la formation. Bon, il se passe plein de choses à la Cube, d'après ce qu'on voit. D'abord, il y a un savoir, il y a une expérience et une pratique. Donc c'est intéressant. Après, effectivement, il y a toute l'approche vision partant du piéton plutôt que des véhicules de la chaussée qui les empruntent, enfin, qui utilisent les véhicules. Il y a cette notion de club technique qui est intéressante. Je voulais terminer votre intervention sur le fait qu'il y a aussi un laboratoire et que le laboratoire il est à échelle 1, c'est-à-dire qu'on parle de rue laboratoire. Donc à ce titre-là, avant que vous le développiez rapidement, parce qu'après on voudrait passer au dernier témoignage de Marina, sur ce point-là, je crois que la Cube est un interlocuteur très, très intéressant par rapport au projet que l'on pourrait pousser, ne serait-ce que sur le plan de la richesse d'informations et des expérimentations qu'on peut faire. Alors, la rue laboratoire, c'est une expérimentation. Certains n'aiment pas trop les expérimentations, mais des fois, elles sont utiles. Je vais poser le slide de cette rue laboratoire. Est-ce que vous pouvez en donner le principe ? Et est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, au CREAD ? Oui, alors c'était une petite expérience. En tant que chargé d'études, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce tronçon de rue, 200 mètres de long. Hein. Voilà, c'est une rue qui se trouve à Bordeaux, rive droite, qui s'appelle la rue Paul Camel. En fait, à l'époque, nous étions en train de mettre en place ce qu'on appelle le concept zone de rencontre. La zone de rencontre, c'est une voie où la vitesse est limitée à 20 km/h, où les piétons sont prioritaires sur tous les autres usagers. Et c'est vrai que la zone de rencontre, elle est quand même assez méconnue de tous. Aujourd'hui, quand vous voyez les panneaux, mais vous ne savez pas exactement le mode de fonctionnement de ces rues.
Donc il a fallu, là nous avons eu l'opportunité d'avoir, on va dire, la participation des riverains qui se sont grandement impliqués et qui ont été force de proposition, et nous n'avons pas manqué de les écouter et en même temps de traduire on va dire, leurs souhaits à travers cette rue. Donc vous pouvez peut-être montrer ce que ça a donné dans le temps. C'est l'introduction du végétal dans la rue, hein. C'est un peu particulier, certes, ça donne, vous voyez tout de suite, une autre ambiance, avec la particularité de créer des aménagements en chicane pour casser les vitesses. Ça me paraît important, si on veut redonner et répondre, on va dire, à ce concept-là qui donne la priorité aux piétons sur la chaussée, hein. Il faut que le piéton puisse, on va dire, s'approprier le domaine de l'espace public. En l'occurrence, là, c'est de façade à façade. Il peut circuler où il veut. Donc l'automobiliste, lui, il vient, mais il faut qu'il réduise sa vitesse et il doit donc trouver d'autres conditions de circulation que celles qu'il a l'habitude de prendre. Alors, les laboratoires en quoi? Parce que en fait, elle vous sert de concept et vous utilisez quelques résultats voilà, ailleurs, j'espère. En fait, voilà, exactement. Si vous montrez une autre photo, peut-être la photo de la porte, vous montrerez que cette porte, qui a été réalisée là aujourd'hui, elle ne donne pas vraiment parce que c'est une photo ancienne, hein. Aujourd'hui, elle est recouverte de jasmin et puis de chèvrefeuille. Donc, on ne voit plus l'ossature métallique. Mais pourquoi cette porte d'entrée? Justement pour marquer la transition entre une rue où la circulation est à 50 km/h et puis ce tronçon de voie où on passe à une circulation à 20 km/h. Et pourquoi elle est labo? On va dire c'est une rue vitrine, on va dire, qui permet de montrer bien différents traitements. Alors le traitement d'une entrée de rue, c'est un petit peu ce qui se fait, ce qu'on voit à Berlin ou dans les pays de l'Est. Il y a voilà, une manière de traiter une zone de rencontre. Ensuite, on a le principe des chicanes. Bien, c'est repris dans d'autres projets, sur d'autres voiries, notamment bien, il y a la rue où j'habite, on retrouve ces chicanes. Alors, sur le fonctionnement, si j'ai bien compris, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas moi qui avais le projet, vous voyez, pour vous dire. Mais sur le fonctionnement, je vois les voitures garées sur le trottoir quand même. Non, alors là, ce sont vous voyez pas bien, mais ce sont des voitures qui ont leur stationnement, sauf la voiture blanche qui, en effet, est garée sur le trottoir. Mais à la limite, c'est pas un problème puisque le piéton peut emprunter la chaussée pour se déplacer. En utilisation, le piéton est prioritaire? Pardon? Oui, exactement. Ça veut dire qu'un senior qui passe dans cette rue peut emprunter la chaussée. Va emprunter la chaussée. Exactement. D'accord. Alors, on a cependant, malgré tout, dans le cadre de ce projet, on a respecté une largeur minimale de cheminement piéton sur les côtés de la voirie. Parce que pour le plus faible, celui qui ne serait pas sentirait pas en sécurité sur la chaussée, il lui reste la possibilité d'emprunter les trottoirs. Et vous regarderez, les trottoirs sont libres de tout encombrement sur 1,50 m. Voilà. Ensuite, vous dire que le revêtement aussi était sur le principe d'un enrobé végécole. L'éclairage public aussi, puisque c'est avec différentes intensités. Quand on marche dans la rue, l'éclairage est plus ou moins fort. Vous voyez, hein. Et puis, comme autre proposition, comme nouveauté, il y a également l'idée qu'il faut prendre en compte du stationnement pour les vélos, pour les deux roues motorisées. Et l'avantage dans ce projet, c'est que les riverains ont accepté de supprimer un nombre de places de stationnement, puisqu'autrefois, le stationnement était bilatéral. Et donc, voilà, là, en l'occurrence, ils ont accepté qu'on redonne de l'espace aux piétons. Donc une concertation et un vrai laboratoire. Voilà. Et juste peut-être pour faire le lien avec madame aussi, c'est que vous voyez qu'il y a de nombreux... la nature est dans cette rue, donc de nombreux espaces réservés aux plantations. Il y a eu l'idée de passer une convention entre la ville de Bordeaux et les riverains pour une formation et entretenir ces espaces verts. Voilà. Ça, c'est un peu nouveau aussi. Vous voyez ?
À travers l'expérience des plans de mise en accessibilité de la voirie, nous nous trouvons en effet confrontés à la problématique altimétrique, mais aussi la problématique des emprises, donc des largeurs entre façades. On ne pourra jamais repousser les façades, vous le savez bien. Donc il faut à un moment donné trouver des solutions. Et le concept zone de rencontre revient souvent. Et donc, en effet, comme on ne peut pas avoir des trottoirs aux largeurs réglementaires, eh bien, on prend l'option de la zone de rencontre. Ceci dit, si on fait une zone de rencontre, il faut qu'elle soit faite, on va dire, dans les règles de l'art. J'ai envie de dire qu'on retrouve les conditions de circulation, on va dire, proches des 20 km/h. Et pour ça, parce que souvent, sur les voies à sens unique, il y a aussi le double sens cyclable qui se met en place. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, une vraie zone de rencontre, c'est celle qui efface la chaussée. Vous voyez, et, la perte de repère pour l'automobiliste, à savoir qu'il arrive, il peut très bien trouver un mobilier au milieu qui l'oblige à contourner et forcément à casser sa vitesse. Vous voyez, ça, c'est une option encore qu'on ne voit pas suffisamment. Voilà, il va falloir se lancer sur des concepts que d'autres pays adoptent bien. En même temps, pour répondre à la problématique des largeurs de trottoir, on a aussi, dans le cadre des plans de mise en accessibilité de la voirie, l'idée que bien, si on ne peut pas faire les deux trottoirs, que nous ayons au moins un trottoir qui assure cette continuité, voilà, des piétons. Ça, c'est important. On parlait d'adaptation tout à l'heure, de flexibilité. Je crois que c'est un bon exemple et on y est soumis. Ce qui me semble intéressant à dire, c'est qu'aujourd'hui, en effet, compte tenu, je dirais, du nombre de places de stationnement demandées dans les centres-villes, compte tenu de la densification des centres urbains, à un moment donné, forcément, on arrive à une situation un peu saturée. Donc, il faut envisager d'autres façons de voir. Autrement dit, déjà, l'apaisement des vitesses. Dans les rues des centres-villes, on ne peut pas envisager, à mon avis, autre principe que d'apaiser les vitesses, donc de retrouver des vitesses proches de 30 km/h, ne serait-ce que par la sécurité, tout simplement, par rapport à la sécurité. Savoir que quand je roule à 30 km/h, il me faut 2 fois moins de distance pour m'arrêter que lorsque je roule à 50 km/h. Donc la sécurité, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi de sécurité. Vous voyez, il y a toujours quand même ce lien qu'il faut faire. Autrement dit, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que on va dire les groupes d'âge où les plus vulnérables sont les jeunes entre 0 et 17 ans, et puis les personnes à partir de 61 ans et plus. Là, vraiment, on se retrouve avec 2 catégories d'âge où l'enfant, quand il traverse, il ne prend pas la précaution de faire ses contrôles, il traverse, et puis ensuite l'adolescent, lui, il se fait souvent piéger par des situations faussement sécurisantes du type j'ai une voirie à sens unique de circulation, il y a 2 fils de circulation, je veux traverser, la première voiture s'arrête, mais la deuxième, elle continue, vous voyez. Et la personne âgée, elle ne se pose pas de questions, elle se sent en sécurité, elle traverse, voilà. Donc ça, souvent, ce sont les cas de figure qu'on retrouve le plus souvent. La sécurité donc, nous oblige à penser qu'il faut travailler sur les traversées piétonnes, il faut avoir un regard attentif sur les triangles de visibilité et réduire les longueurs de traversée. Ça me paraît primordial. Après, par rapport aux personnes qui souffrent d'une déficience visuelle, on pense bien sûr au système d'orientation, de bandes de guidage et autres, qu'on ne voit pas encore suffisamment, que vous allez voir dans le cadre du tramway, ça y est, on se lance. Et par rapport aux déficients auditifs, bien après, et puis tout le 4e handicap, j'ai envie de dire, personnes qui souffrent d'un problème mental ou psychique ou cognitif, bien c'est ce travail d'information, d'aide à l'orientation, de guidage, et par le biais d'idéogrammes, par le biais de plans qui réellement bien fait pour qu'ils puissent se déplacer, on va dire, sans paniquer. Je propose qu'on continue les questions après, pour finir le dernier témoignage, et après on pourra échanger, parce qu'il y a aussi une personne qui doit faire la conclusion des ateliers aujourd'hui, on n'a plus que 5 petites minutes. Excusez-moi monsieur, je vous donnerai la parole tout à l'heure après. Juste pour revenir à lieu dédié, il y a un traitement particulier sur l'approche paysagère d'un lieu dédié. Donc Marina va reprendre la parole.
Pour terminer sur les propos de Michel Bertomeu, il est intarissable, il peut en parler longtemps, il me paraît intéressant. Il y a quelque chose qu'il n'a pas dit quand on en a discuté sur la préparation. Au niveau de votre conception de l'approche du traitement, on considère il y a tout ce qui est réglementaire obligatoire sur le handicap, et la personne senior est considérée comme une personne en situation de handicap et non pas handicapée, au même titre que le touriste. Et je trouve ça assez intéressant et original. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'attention permanente et dont il faut effectivement aider à circuler sur la ville. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que avoir un touriste en situation de handicap, c'est assez peu habituel. On revient sur un lieu dédié qui était le traitement d'un espace lié à un EHPAD. Donc on a beaucoup parlé d'EHPAD depuis ce matin. Je laisse Marina raconter, donner le récit de cet aménagement-là, qui n'est pas le vôtre, qui est d'un de vos confrères. Voilà. Donc là, on va rentrer sur la parcelle. On quitte la rue, mais on reste dans des espaces paysagers. La question, spécificité ou pas dans ce type d'aménagement, on va voir qu'à la fois oui et en même temps non. Donc il s'agit du projet d'un confrère paysagiste Sébastien Ricois de l'agence CLATF, Quand les arbres ont des feuilles. Et le bâtiment a été conçu et construit par Philippe Turcet, architecte. Voilà. On est en Dordogne encore. On était en Dordogne sur l'écoquartier. Il se passe beaucoup de choses en Dordogne. À Brantôme. Donc là, vous voyez des petits croquis d'esquisse. L'atout de ce projet est qu'il a associé à la fois architecte et paysagiste dès la conception, même si la parcelle était très contrainte, vous le verrez. Donc l'optique, les choix de démarrage ont été de tirer le plus possible parti de l'environnement. Donc un environnement qui était relativement agréable, avec 3 côtés de parcelles paysagées, avec un bois, une prairie, un côté riverain. Donc là, du dialogue entre l'architecte et le paysagiste est sorti le choix de créer des patios ouverts finalement sur les limites extérieures et d'avoir des lieux collectifs où la vue puisse être partagée pour tous et non pas de placer le bâtiment en limite et finalement les chambres qui auraient accès à une vue, tant mieux, ils en profiteraient, mais pas les autres. Donc voilà, d'avoir des espaces collectifs ouverts sur le paysage. Ensuite, un des arguments qui nous est retourné vraiment très fréquemment lorsqu'on travaille sur des lieux dédiés, et en particulier sur les EHPAD, c'est de nous dire ah oui, non, mais ça ne sert à rien de créer un jardin, de toute façon, ils ne sortiront pas, ils n'en profiteront pas. C'est vraiment, je dirais, c'est 8 fois sur 10. Donc c'est un défi, ça. Ça devient un défi. C'est un défi et là, j'aimerais sensibiliser les personnes qui sont présentes sur au moins 2 choses. D'une part, on a la possibilité, même si les personnes ne sortent pas, d'apporter du confort visuel. Si on parle de perte d'autonomie, finalement, le monde se rétrécit, le monde, il est au moins perçu par la fenêtre, donc travaillons ces fenêtres sur le paysage. Et la deuxième chose, c'est que certes, il y a des résidents, mais il y a aussi du personnel qui travaille et qui donc passe beaucoup d'heures sur place. Des visiteurs ? Des visiteurs également. Et ensuite, cet équipement, qui sait ce qu'il deviendra plus tard dans 20 ou 30 ans. Ce qu'on plante aujourd'hui, il est planté, on l'espère, pour 50 ans, voire même plus. Alors, juste, votre relation, elle était... la relation du paysagiste, elle est avec l'architecte. Mais donc ils ont eu une relation avec l'EHPAD, puisque ça ne sert à rien d'aller forcer sur le paysage, puisqu'ils ne sortent pas. Comment ça s'est passé au niveau de la relation pour que finalement on passe à accepter un aménagement ? Voilà. Alors donc là, pour cette EHPAD, il y avait eu un concours, donc avec plusieurs équipes qui concouraient. Et finalement, à la fois les projets architecturaux se distinguaient et en même temps, celui-ci était le plus paysager. Et finalement, ça a tout de même marqué et séduit le maître d'ouvrage. Rassurant, ça.
Donc, effectivement, donc dans ce projet-là, il y a toute une partie des chambres qui étaient à l'étage. Donc, le minimum, c'était au moins de pouvoir planter des arbres. Sachant qu'on était sur une parcelle très contrainte en termes d'emprise, une fois qu'on avait posé le bâtiment, il restait quasiment plus de place. Donc, ça a obligé le concepteur à développer tout un savoir-faire plutôt technique, de réduire par exemple les bandes de stationnement au minimum, de les engazonner en dalle gazon, tout ce qui est sous le nez de voiture, de mettre une bordure butte-roue, de pouvoir laisser l'espace en terre végétale après la bordure butte-roue et donc de pouvoir planter des arbres en limite le plus près. Il y a 2 autres points intéressants d'après les résultats. Je crois qu'ils sont exprimés sur les autres vues. C'est ce que vous appelez un jardin désuet. Alors, oui, ça c'est... Et puis un cheminement particulier. Voilà. Alors, là, on est passé très vite sur les diapos. D'accord. Donc, en fait, sur un espace dédié, pour me concentrer, donc il y a à la fois les aspects des aménagements adaptés et ensuite il y a ce que le concepteur peut amener, quel que soit le projet. Donc, le premier parti pris qui était tiré parti de l'environnement, ça c'est un travail de paysagiste classique qui se passe dans un EHPAD pour des seniors ou pas. L'idée du jardin désuet, c'est un jardin de faire des jardins de grand-mère, finalement, pour que les gens retrouvent un petit peu leurs racines, leurs repères, aller dans le sens du lieu dédié. Mais je dirais c'est un thème de concept qui est celui-ci parce que c'est dans ce lieu-là, Une autre réponse sur un autre lieu. Tout à fait. L'idée, c'est quand même d'avoir notre... Dans le sens de ce qu'évoquait Catherine en disant il faut d'avoir des réponses adaptées à... Tout à fait. Le travail du paysagiste, c'est un travail de sur-mesure, complètement. Et donc, dernière chose, donc dans les patios ouverts que vous voyez, les carrés verts qui sortent sur l'extérieur, vous voyez presque des spirales, hein, des infinis, puisqu'en fait, effectivement, voilà, il y a un public, c'est celle d'après, il y a un public donc, de personnes Alzheimer, et donc l'idée est de faire des chemins sans fin pour qu'elles ne se retrouvent pas arrêtées devant un mur et qu'elles puissent rester longtemps là bloquées. Donc là, elles peuvent circuler pendant des heures sans s'arrêter. Vous voyez un travail sur les matériaux, sur des croisements, des changements de matériaux qui créent un petit peu des zones d'éveil, de vigilance, justement pour ces personnes-là. Il y a tout un tas de micro-aménagements, de micro-adaptations, puisqu'en fait, dans ce projet-là, par rapport aux personnes en perte d'autonomie, on va travailler sur les repères et sur la mémoire. Donc les repères spatiaux, temporels, les saisons, et essayer d'apporter tout un tas de stimulus au travers des aménagements paysagers qui débordent le PASA également. Voilà. Voilà, merci. Je voulais que ce récit soit donné parce que c'est intéressant comme expérience. Et je m'excuse auprès de vous speeder à ce point. Alors, les espaces appropriables. Oui, voilà. Donc, il y avait également une partie de chambre en rez-de-chaussée. Donc là, la composition des espaces a été découpée comme un parcellaire un petit peu particulier, de jardin particulier. On ne le voit pas sur les photos, peut-être un petit bout de plan avant, ou... Bon, peu importe. Donc un parcellaire donc, au droit des chambres où l'aménagement, les plantations collectives ont respecté un petit peu la trame du bâti. Elles sont accessibles par l'extérieur. Et en fait, les familles des résidents et les résidents ont, en plus des plantations qui sont là, personnalisées et sont venus s'approprier leur petit carré au droit des chambres. Voilà. Donc ça a marché, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est intéressant comme expérience par rapport aussi au parcours. On voit qu'il y a eu une discussion et qu'il y a quelques contraintes par rapport à l'aspect paysager. C'est qu'effectivement, vous disiez souvent, c'est le premier budget qui disparaît. Voilà. Ou qui a du mal à survivre. Voilà. Déjà, par exemple, dans ce projet, il y a un patio suspendu qui a été supprimé. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est le lot qui est réalisé en dernier, qui
qui est très souvent sacrifié et qui pourtant apporte beaucoup une fois que les personnes sont là. Il y a eu un grand travail sur le stationnement. Juste pour dire, le bâtiment est représenté en blanc et la parcelle, c'est tout ce qui est coloré autour. En grisé, vous voyez du stationnement, mais les bandes vertes, c'est aussi du stationnement. Si on n'avait pas cherché à paysager l'ensemble, finalement, le bâtiment aurait été posé et il y aurait eu une nappe d'enrobé au pied. Et pas d'arbres plantés, rien du tout. Voilà. Donc c'est. Oui. Alors, effectivement, autant la voirie, elle contribue au maintien en domicile. On l'a évoqué très rapidement, mais c'est vrai. Une personne senior marche de plus en plus. Et donc, si elle marche sur une bonne voirie, quelque part, elle sera mieux préservée. Elle pourra vivre sa longue vie. Là, c'est pareil. Un espace aménagé, ça permet aussi un lieu de vie et une esthétique. La question, c'est est-ce que ça a amélioré? Est-ce qu'en termes de résultats, aujourd'hui, on en est où? Cette EHPAD, elle est récente, elle est de début d'année, je crois. Elle a été livrée au mois de mai. L'inauguration a eu lieu au mois de juin. Donc, elle a été remplie très vite. Ils ont été dépassés, surtout qu'il y avait une autre EHPAD à côté. Mais voilà. Donc, on peut espérer que ça a contribué d'une part au remplissage et aussi à la qualité de vie des personnes autour. Ça, j'en suis persuadée. Bon. Et dernier point, peut-être pour dire que ce qui revient très souvent, notamment puisqu'on parle aussi des personnes âgées aujourd'hui, c'est les lieux de pause. Vous voyez, ça c'est important. Nous avons des efforts particuliers à faire. Autrement dit, il n'y a pas suffisamment de bancs, de points, j'ai envie d'appeler d'appui sciatique. Vous savez, ce principe de debout, assis. Vous voyez, dans les abris voyageurs, certains abris voyageurs ont ce dispositif. Comme ça, c'est au moins, vous pouvez vous mettre en appui. Je fais de la course à pied, je suis marathonien et vous ne le voyez pas, mais je suis en situation de handicap en ce moment et je peux vous dire que j'ai besoin de me poser de temps en temps et je ne trouve pas de lieu à moins de me mettre accroupi et de lasser ma chaussure pour récupérer. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, quoi. Et alors, bien sûr, quand on fait un projet d'aménagement de voirie, les riverains sont contre, parce qu'ils considèrent que on va dire, ça attire une certaine population, etc. Alors que bien la démarche inverse, c'est de dire, faisons en sorte qu'il y ait de nombreux bancs, comme ça évitera peut-être qu'on se retrouve avec des bancs complètement squattés, on veut dire. Mais voilà, l'idée c'est prévoyons, et c'est très important, une personne âgée, elle a besoin de se reposer régulièrement parce que voilà, elle est en situation de handicap, faut le dire. On est sur le principe d'évaluer nos aménagements. Voilà, ça c'est indispensable. Ça me fait penser que, notamment dans le cadre de la réalisation des plans de mise en accessibilité de la voirie, j'ai proposé, dans le cadre du marché, que la rue soit filmée avant et qu'on puisse également la filmer après les aménagements, pour montrer où l'investissement passe, et ça représente des coûts, la réalisation des travaux. Donc forcément, c'est bien aussi de montrer qu'on a amélioré et voilà, c'est un moyen aussi on va dire, de mettre en avant le travail qui est réalisé au sein de la CUP. Oui, mais ça va même au-delà. C'est-à-dire que ça permet de mesurer, mais ça permet aussi d'échanger pour faire accepter. Et ça, c'est important. Mais l'évaluation est importante, en effet. Si on veut progresser, il faut évaluer. J'ai conclu en coupant le micro. Mais simplement, juste faire remarquer que c'est le point de concertation, en fait, depuis ce matin, c'est un peu le maître mot. Et on se rend compte que ça adresse d'autres publics et d'autres parties prenantes, cette notion de silver economy. Et c'est important de programmer, mais même quand on conçoit, d'avoir une concertation avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ce qu'on retiendra nous pour la suite des ateliers. Merci de votre participation.